Bonjour, ça va? Ça commence à faire long, hein, mais enfin voilà, c'est comme ça, on est confiné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je vais vous dire, c'est pas l'invité du public auquel vous allez pouvoir assister, c'est les invités du public. Vous savez que ce sont ces enregistrements qui ont été faits en direct au théâtre pendant que les artistes y jouaient afin de les connaître un peu mieux. Ils étaient interviewés par Éric Russon. Et on ne pouvait pas interviewer Tania Garbarski sans Charlie Dupont. Parce que Charlie Dupont sans Tania Garbarski, c'est Tania Garbarski sans Charlie Dupont. Vous comprenez? C'est un peu comme Laurel et Hardy. C'est un peu comme le soleil et les étoiles. C'est un peu des Starkey Hutch du théâtre. C'est Tintin et Milou, c'est Charlie et Tania ou Tania et Charlie, c'est Boule et Bill, c'est chapeau melon et bottes de cuir, quoi. Enfin, soit, passer du temps avec Tania et Charlie Dupont, c'est du soleil dans les maisons, dans votre salon, c'est du bonheur, c'est de la générosité, de l'amitié et du talent. Bonne quoi? Bonne découverte. Merci Patricia, bonne découverte. Un bon lever de rideau. Bon lever de rideau et bonne journée, bonne soirée et bonne matinée. À très vite. J'ai pas bu, je le jure. Est-ce que quelqu'un peut être dans la régie, s'il vous plaît? Vous allez vous saouler. Je ne sais pas, monsieur. On s'adresse Je voudrais vous parler de aux la vie. spectateurs en leur racontant une histoire. L'acteur est un artisan et s'étouffe. Et les drames font rire. On avait besoin de rire. Et que ça fait du bien parce que ça valide aussi le droit qu'on a d'être un peu fou. Je vous demande d'accueillir Tania Garbarski et Charlie Dupont. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Eric, bonsoir. Nous sommes à exactement à peu près 2 heures de la représentation. Dans quel état ils sont quand ils abordent ce moment de la rencontre avec le public, pour la rencontre pour laquelle ils se sont préparés, ils se sont concentrés. Et puis voilà, il y a eu la vie pendant la journée. Dans quel état vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à traquer, à revoir votre texte? Comment ça se passe? Il y a plusieurs choses différentes. La première, il y a un moment de solitude intense, donc qui dure plus ou moins 5 jours, dans lequel on se demande pourquoi on fait ce métier. On se répond généralement qu'il n'y a aucune raison valable. On souhaite décéder. Finalement, on survit. Il y a plusieurs maladies qui nous arrivent dans un temps très restreint. Et puis, il y a une seconde magique où, après s'être vomi dessus, on y va et où tout disparaît. Ça, c'est la toute première. Et après, il reste quelque chose de ça, mais en plus soft. Par exemple, pour ce spectacle-ci, un rituel où je passe de la loge dans laquelle on se prépare tous les deux à ma loge dans laquelle je vais démarrer le spectacle, avec dans la main droite systématiquement mon peignoir, dans la main gauche mes chaussures, en faisant un monologue et en avançant tout le long de la pièce. Et si je ne le fais pas, c'est une catastrophe. Ça s'appelle une névrose. Voilà, ça s'appelle, voilà. On me dit que vous avez la faculté, Charlie, de faire des micro-siestes de 1/4 d'heure, 20 minutes, dans une position, non, pas maintenant, dans une position de sphinx, comme ça. Est-ce que c'est nécessaire? Je suis bien renseigné. Hein. Est-ce que c'est nécessaire à la préparation? Parce qu'à un moment donné, il faut se déconnecter de la vie de tous les jours, de ce qui s'est passé pendant le... C'est pas la position de sphinx, c'est le chat sodomite, ça marche pas pour faire une sieste. Non, c'est plutôt position de Dracula. Oui. Donc je suis étendu sur le dos avec les 2 mains, position de pharaon plutôt, de pharaon décédé. Oui, voilà. Oui. Mais sauf que ça va bien, et je ne suis pas du tout pharaon. C'est très inquiétant. Hein. C'est-à-dire parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Tout d'un coup, il a disparu et on est en répète même. Et on remonte dans la salle. Il est parti 5 minutes avant nous. On prend encore un café. Et on le retrouve couché comme ça au milieu de la pièce. On dirait qu'il est mort. Et il n'entend rien. Mais c'est ma manière de vivre mon égocentrisme d'acteur, c'est d'être relativement à l'écoute de mon corps. Et tout d'un coup, j'ai dit, ah, mais tiens, en fait, je suis fatigué. Et je reviens. Il y a un truc marrant que vous venez de dire, c'est l'ego du comédien. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est en tout cas pour vous une réalité? Et comment est-ce que vivent 2 égos à la fois sur scène et je crois que ce qui est important, c'est que ce soit moi qui réponde à cette question. On a bien compris. Non, là, enfin, en tout cas... Je pense que ça aide le fait qu'on soit en couple et qu'on soit tous les deux acteurs.
ça aide justement à avoir un peu de tolérance sur cette espèce d'improbable ego qu'on a, parce que forcément, il y a des choses absolument pas importantes qui le deviennent pour nous. Avoir un bouton tout d'un coup, si on a un tournage le lendemain, c'est une cata. Des bêtises, notre apparence, notre physique, tout compte. On est très quand même centré sur nous, et l'autre le comprend bien. On est moins insupportable parce que... C'est quoi? C'est des trucs de vase communicant quelque part? Oui, en effet, il y a une compréhension dans un couple qui permet que deux égos insupportables se tolèrent mieux l'un l'autre et peut-être annihilent certains défauts l'un de l'autre. Mais ce qu'on a tendance à... Donc il y a deux sortes d'égos forts chez les acteurs. Il y a les égos à la française, je dirais, qui consistent à faire beaucoup de bruit autour du jeu et finalement pas forcément beaucoup à l'intérieur de l'utile. Et il y a ce truc très particulier dans nos égos à tous d'acteurs qui est... J'avais un prof de théâtre qui disait qu'un acteur, c'était quelque chose entre une nonne et un boxeur. Donc il y a quelque chose de très particulier dans nos égos à nous, c'est qu'on doit à la fois être très très fragile, assumer une sorte de fragilité, mais affirmer cette fragilité avec force. Donc ce truc-là fait forcément, est en nous forcément quelque chose de particulier, mais qui n'autorise pas à avoir plus d'importance que n'importe quel autre ego. Mais je veux dire, c'est entre l'ego et le manque de confiance en soi permanent, entre le complexe de supériorité et d'infériorité. Enfin, c'est... Oui. Ouais. Vous aimez la vitesse, en même temps, vous avez parfois peur des choses. Et il y a des choses qui vous attirent dans ce métier, qui vous font peur aussi? Il y a un rapport au vertige qui est très présent. C'est extraordinaire de se jeter dans le vide, mais ça fout les jetons. Ouais. Et c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on met en jeu quand on monte sur scène? Parce qu'il y a forcément un danger, on a toujours un peu peur. Qu'est-ce qu'on met en jeu? On se met à poil, quoi. On est nu. On offre quand même... Il y a une forme d'impudeur. C'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, quelques jours avant une première, on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'on a de dérangé dans le ciboulot pour avoir envie de faire ça? Alors, ce qui nous aide beaucoup, c'est le texte. Le texte, ça sauve tout. Mais on sent aussi cette fragilité, c'est ça, ce danger, cette mise en danger dont on parle, c'est ça. Il paraît que ce métier, vous avez voulu le faire pour vous déguiser, pour avoir des costumes, pour mettre des costumes. Ça a commencé comme ça. Mais très jeune. Très très jeune. Je crois que je vais avoir 8-9 ans. Et moi, je m'en rappelle pas vraiment, mais c'est ma maman qui s'en rappelle. Elle a une photo de moi d'un jour où je suis déguisée en marquise et où je lui ai dit très précisément je veux faire un métier où je me déguise tout le temps. Et puis, voilà, 10-11 ans, j'ai vraiment commencé à tanner mes parents. Tous les mots même se déguisaient. De là à faire ce métier, qu'est-ce qui a été... Il y a vraiment eu un déclencheur qui a fait que ce plaisir du déguisement est devenu une vocation de comédienne? Je crois que c'était ma première expérience de travestissement, de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de jouer. Et puis après, c'est passé par un plaisir de spectatrice. Vers 10-11 ans, j'ai été voir un spectacle. Mais en tout cas, il y avait Laurent Capelluto, qui est un très grand comédien belge. Et c'était l'Exodus. Et il jouait un petit garçon qui était sur le bateau, l'Exodus, et qui pleurait parce qu'il avait perdu ses parents dans le bateau et tout. Et j'ai pleuré pendant ce spectacle, mais j'étais toute petite. Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, c'est Fievel en fait. et je me rappelle que l'expérience que j'ai vécue en tant que spectatrice s'est transformée et que je me suis dit, j'ai aussi envie de pouvoir émouvoir. Ouais. Vous, c'est le déguisement, et vous, c'est quoi? Moi, c'est la connerie, essentiellement. oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, comme moteur pour devenir comédien? Moi, en fait, il y a plusieurs moments. Moi, j'ai des souvenirs de... Ce que dit Tania est très vrai, c'est à la fois une incarnation tout d'un coup, mais ça part de quand je joue au cow-boy et que j'ai 6 ans, qui est une métaphore que j'utilise souvent pour expliquer ce que c'est que le fait de jouer. Souvent, les gens demandent si on se perd dans des rôles durs, des trucs comme ça. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que vraiment pas du tout. Quand on est un cow-boy, quand on a 10 ans, on sait très bien qu'on n'est pas un cow-boy, mais on est quand même complètement un cow-boy. Et c'est vraiment ce truc-là. Donc ça, c'était là, cette espèce de part d'enfance. Il fallait que je trouve une manière de pouvoir jouer avec ça. Je me souviens d'Ivanstadt, de la trilogie d'Ivanstadt qui, moi, me bouleverse. J'ai 14-15 ans. Et puis, il y a un moment très fondateur. Donc j'ai
comme beaucoup d'imbéciles dans ce pays, fait des études de droit avant de faire tout de travers. Et j'ai joué pendant mes études de droit une pièce qui était un capitaine fracasse, avec un mec formidable qui s'appelle Arno van Skevenstein, je ne sais pas si vous voyez par hasard qui il est, qui est un unijambiste, qui a entre autres escaladé l'Everest, fait les 24 heures de Francorchamps, enfin qui est un mec fantastique. Et lui jouait Fracasse, le rôle principal, et très vite, après 10 minutes de spectacle, son personnage, forcément unijambiste, ne l'était plus. C'est-à-dire que la création du personnage faisait oublier jusqu'à ça l'absence d'une jambe, je veux dire, ce qui est quand même assez costaud. Et donc tout d'un coup, il y a le côté rituel magique du théâtre qui m'est apparu. Je me suis dit, ça c'est quand même pas un truc de tapette, quoi. Alors, tous les deux, je vais dire le parcours traditionnel, c'est-à-dire les études, le conservatoire ou l'IAD. J'ai arrêté en deuxième primaire. Non, moi j'ai commencé à l'Académie d'Uccle. Ouais. Et j'ai commencé à 11 ans, alors que normalement on ne pouvait pas. Et donc ma maman me conduisait après l'école. C'était le professeur qui s'appelait Francis Besson. Frère de Luc. Et donc il a dit, tu peux venir, mais tu n'as pas encore l'âge, donc tu peux venir en élève libre. Et à un moment donné, il a craqué parce que je venais chaque fois et il m'a laissé un petit peu faire une scène ou l'autre. Et j'ai commencé donc vers 11 ans et demi, 12 ans à l'Académie d'Uccle. Et après, j'ai fait l'INSAS. Et Charlie? Moi, j'ai fait après l'UCL en hobby. J'ai fait la Klein Academy professionnellement. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on apprend ce métier? Non. Qu'est-ce qu'on apprend Ça, c'est le grand débat entre nous. Ah ouais. Donc, moi, je dis que oui. Oui, et lui. Et pourquoi cette différence? Pourquoi oui, pourquoi non? Moi, j'ai un grand sentiment d'imposture permanent. Donc, j'ai toujours l'impression que tout le monde a dû refuser pour que le rôle me soit proposé à moi, que vraiment, j'aurais tellement d'autres gens mieux, que vraiment, j'ai rien à foutre là. J'y prends du plaisir. Peut-être que c'est l'espèce de côté, je sais pas, culpabilisant. J'y prends tellement de plaisir que ça doit pas être possible, quoi. Ça ne doit pas être vrai. Donc il y a ça, mais je crois que c'est nécessaire. C'est dans Tuyauterie d'ailleurs, c'est cette histoire-là. Pour bien faire ce qu'on fait, il faut douter en le faisant, dit Philippe Blasband, qui ne dit pas que des conneries, il en a également écrit. Et ce truc-là, ça c'est vraiment très moi en fait. Et donc, moi, je crois que je suis le chemin de mon plaisir et force est de constater que je crois que je deviens pas de pire en pire comme acteur, que j'apprends des trucs. Mais je crois qu'on ne sait jamais, et c'est le fait qu'on ne sait jamais qui m'intéresse. Mais quoi, en vous disant, là, je prends la place de quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus doué que moi. Enfin, c'est ça, finalement. Le doute de l'imposture, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est pas possible. J'ai exactement le même, et je me demande si on l'a pas presque tous. Le fait d'être souvent dans notre métier tributaire du désir des autres, c'est un truc bizarre quand même. Et donc on a toujours un doute là-dessus. Il y a le fait qu'on ait deux approches très différentes, mais en même temps on se connaît très 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 bien. Donc même quand je sens qu'il part dans d'autres sphères, je vois où il va. C'est beau ce qu'elle dit. Ouais. Moi, j'ai entendu dire que vous étiez difficilement contrôlable sur une scène quand vous balancez des chaussures, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, les gens le savent. Ouais. Qu'à un moment donné, une fois que c'est parti, une fois que la pièce commence... Ah non, mais c'est Raging Bull, mais c'est Robert De Niro, Tania Yamarski, il faut dire ce qui est. Alors, je crois qu'en fait, les comédiens... Tout à l'heure, je ne sais plus à quelle question je me suis dit... On doit tous avoir quelque chose d'un peu, une sorte d'hypersensibilité, d'un truc dans la vie qui doit se cracher ailleurs. Ouais. Et donc c'est peut-être pour ça que certaines personnes deviennent acteurs et pas d'autres. Souvent, je trouve que tous les gens que je connais qui font ce métier ont quand même une forme de... d'hypersensibilité qui a besoin de s'exprimer à travers... Ça n'explique pas pourquoi. Et donc moi, peut-être que non... C'est pour ça que la baffe que je prends, parce que c'est de ça qu'on va parler à un moment donné, hein, ouais. que la baffe que je prends sur scène est beaucoup trop forte tous les soirs. Maintenant, il faut le dire. Alors, et donc l'énergie n'est pas la même. Elle ne fait pas rire. Ce qu'il faut, c'est tout. C'est beau quand même. Voilà. C'est formidable. Il faut qu'on y croie. Sinon, ça ne marche pas.
Eh ben, à un moment Je donné, suis il n'y a pas maintenant- 36 solutions, il faut lui foutre une vraie baffe. Voilà. Ouais. Donc, il va s'en remettre. Je suis handicapé à 82% sur l'autel du rire. Accident de travail. Oui, il y a, c'est ça. Non, mais alors, il y a des vraiment- alors, assurances. c'est très drôle parce que j'ai le choix. Hein, donc j'ai mâchoire déboîtée. Si ça frappe un peu trop bas, pouf, clac. Parce que trop fort, c'est de toute façon. Mais soit c'est mâchoire déboîtée, soit une demi-scène qui suit avec radio acouphène. Voilà. Mais les gens rient. Donc. Oui, ben voilà, c'est le principal. gens- ouais. Mais oui. Les gens rient et toutes les femmes me remercient après. c'est très puissant. Tania, D'où- c'est d'où la puissance de la- Gandhi. Oui. La Gandhi du cul, quoi, la marche du sel, tout le monde derrière elle qui vient défendre la femme en une seule baffe que le plombier se prend dans la gueule. C'est génial de pouvoir d'engueuler une bonne fois pour toutes sa femme pour de faux. Ça fait un peu comme si on l'avait fait pour de vrai. Nous, à l'intérieur, on sait que c'est pour de vrai, mais personne ne le sait. Voilà. Oui, Ça libère, quoi. Oui. Ça, et à l'inverse, l'embrasser pour la première fois tous les jours, c'est pas désagréable. Et en plus, je peux tromper ma femme avec ma femme. Alors là, C'est très schizophrène quand même. Ouais, complètement. Ouais. Mais quand vous vous engueulez une demi-heure avant d'arriver au théâtre, comment ça se passe après? C'est arrivé qu'une seule fois. c'est pas gay. C'était pas gay. On n'en parle pas? Si, Bah, parlons-en. Non, allons-y. on savait que c'était pas gay. On ne trouvait pas la manière de se réconcilier juste avant. Mais c'est vraiment, on a à la fois sur Promenade de Santé maintenant, donc ça fait quand même 3 ans qu'on joue ensemble. C'est arrivé qu'une seule fois. Déjà, c'est pas mal. Ça vend du rêve, ça, déjà. Mais quand c'est arrivé, c'était vraiment, ça avait un goût. Je pense que les spectateurs, évidemment, ne s'en sont pas aperçus, mais pour nous, la représentation n'avait pas le même goût, ça, c'est sûr. Comme vous le dites, hein, vous vous connaissez depuis 14 ans, qu'en fait, vous ayez très tard choisi de jouer ensemble, à deux, sur une scène de théâtre. On venait pas mal de 2 familles d'acteurs assez différentes, donc on ne se retrouvait pas sur des projets en commun. On s'est rencontrés sur un événement des 175 ans d'une grande entreprise qui avait pris toute la ligue d'improvisation belge pour faire cet événement joué, mis en scène par Bruno Bulté. Et il leur manquait une comédienne. Et moi, j'ai jamais fait partie de la ligue d'improvisation belge. Contrairement à Charlie. Et je me suis retrouvée là. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans le travail. Mais déjà, là, c'était improbable. Tout d'un coup, je suis la pièce rapportée que je suis arrivée avec toute la bande de la Ligue d'impro à laquelle je ne faisais pas partie. Donc on venait de circuits tellement différents qu'avant que les gens pensent à nous mettre ensemble, c'était compliqué. Moi, on m'engageait toujours dans des trucs de mon côté et lui de son côté. Après, il y a aussi un truc purement factuel, plus prosaïque que ça, enfin moins explicatif, c'est que c'est déjà compliqué d'avoir du boulot dans ce métier. Oui. Alors c'est vraiment un luxe d'en avoir en plus avec sa femme. Je veux dire, il a fallu, je crois, ce temps-là pour que ce luxe se mette. Oui, puis il faut sur trouver le notre chemin. texte aussi, le bon texte, Et il fallait le le bon bon projet. texte. Ouais. Et c'était compliqué parce qu'on voulait à la fois trouver quelque chose qu'on aimerait voir en tant que spectateur, qu'on aurait envie de jouer en tant qu'acteur, 2 beaux os arrongés avec des trucs vraiment qui nous contenteraient en tant qu'acteur. Et on a lu pendant 3 ans et rien trouvé. Et c'est dans cette optique-là que j'étais dans le bureau de Michel pour un tout autre projet. Et je lui dis, je cherche une pièce à 2 personnages. Pour Charlie et moi, on a tellement envie de jouer ensemble et on ne trouve pas dans ce qui existe. Et j'ai cherché dans le répertoire classique, contemporain. Il y a plein de choses magnifiques, mais ça ne réunissait pas vraiment Ouais. Et Michel m'a dit, mais il y a un peu ça. Malin. Voilà. Et quelques jours avant, j'avais été voir Philippe Blasband. J'avais pris un thé avec lui et je lui avais dit, voilà, je cherche, est-ce que tu n'as pas dans tes tiroirs une pièce à 2 personnages? Et il m'a dit, non, j'ai pas, et en plus, j'en ai marre d'écrire pour le théâtre. Enfin bon. Puis on a quand même passé l'après-midi ensemble, c'était super. Et quelques jours après, il m'a appelé en me disant, j'ai une idée, si ça vous plaît, je l'écris. Donc là, c'est du sur-mesure. Voilà. Et entre-temps, on avait amorcé Promenade de Santé, on avait les droits, et on aurait peut-être plus eu les droits après, donc on a sauté sur l'occasion, et pendant ce temps, Philippe a écrit Tuyauterie. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que tout s'est un peu fait en même temps. Ce qui est drôle, c'est que Philippe a écrit Tuyauterie pour se reposer de l'écriture, parce que Philippe écrit 45 films et 13 pièces de théâtre simultanément, et il écrivait un truc très très dramatique pendant la guerre, camp de concentration, machin, vraiment très lourd. Et puis tout d'un coup, sa plume avait besoin d'air. Et cet air, ça a été le premier jet, en tout cas, de Tuyauterie dont il a accouché en 1 semaine, je crois. Ouais.
Et donc, cette comédie respire de toute cette envie de rire et on ne ment pas avec ça, je crois. Parce que vous parliez de Philippe Blasband qui est sur 40 scénarios de films et 12 pièces de théâtre. Vous êtes sur des projets en tant que réalisateur, des projets en tant que comédien, des projets d'écriture, des trucs qui se retrouvent sur le net avec Damien Gillard. Les toc-toc-toc, les professionnels. Est-ce qu'il y a une boulimie à un moment donné de produire et de... Je ne sais pas. Mais il y a un truc dont je me suis rendu compte et que j'ai écrit dans le petit livret que nous allons à un moment donné parler. Je crois qu'il y a un film pour lequel je travaille, en fait, un seul, qui est celui dont on dit qu'on le voit défiler quand on va crever. Il y a un truc de 20 secondes, mais donc il faut faire des rushs pendant qu'on est vivant parce que sinon il n'y a pas. Et donc ça, je crois que ça m'amène à suivre mes désirs dans des endroits différents. Si je peux faire une petite remarque, je remarque chez Charlie sa capacité à avoir une bonne idée et il faut tout de suite le faire. Ah, j'ai une idée, on va le faire, quoi. Et c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une énergie qu'il m'a donnée que je n'avais pas, que je relie à ce fait de générer nous-mêmes nos propres projets. Pour Charlie, c'est évident. On va trouver une solution, on va trouver des costumes, on va trouver une caméra, on va trouver un ingé son, on va faire un film. Ouais. Et son enthousiasme est communicatif et génère l'enthousiasme des autres, et puis ça a lieu. C'est né comment ça? Parce que moi je me souviens, les premières fois qu'on s'est croisés, c'était justement avec Manu, c'était justement avec les projets de Faux Contact, etc., qui étaient faits avec deux bouts de ficelle au départ quand même. Bien sûr. Il y a cette école-là, mais j'ai l'impression de vraiment pas du tout être le seul dans ce genre de cas. C'est une école très belge aussi où à force de ne pas... si on attend que le téléphone sonne, autant le débrancher, ça ne sert à rien. Ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, faire soi-même, c'est peut-être... Je trouve que ce métier n'est que de l'artisanat. Donc, avec des bouts de ficelle, faire ce qu'on peut faire, ça me paraît le devoir qu'on a, le devoir artistique, il est là. Ouais. Avec Faux Contact, en effet, c'était les premiers... De nouveau, j'ai un grand credo qui est « c'est dans la merde que fleurit le lotus ». Donc, quelque chose, malheur est bon, hein, on dirait... Enfin un peu de philosophie dans ce débat. Quand même, ouais. Enfin un titre d'Amélie Nothomb. Joyeuse merde. Non, mais... et donc, avec Manu, dans cette période bénie là où on s'est éclaté, mais comme des fous, avec 3 bouts de ficelle... une caméra, beaucoup d'enthousiasme, une bonne idée. Et l'écriture aussi. Et de l'écriture, mais qui beaucoup était du plaisir de la grande Gaudriole. Quand il n'était plus là, lui, qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Il y a eu ce truc aussi, si je ne mets pas cette énergie-là à son service à lui et que je ne trouvais pas forcément quelqu'un d'aussi talentueux pour être le vecteur de plumes et d'énergie, de production, tout ça, je crois que c'est le côté positif de cette merde-là. C'est que je me la suis mis sur mon dos à moi, quoi. Mais ça fonctionne, pour des petites séquences. Après, c'est vrai que ces séquences sont devenues cultes. Vous refaites la même chose aujourd'hui avec Damien Gillard, pour les professionnels. Mais pour un long métrage, c'est quand même autre chose. Enfin, ça demande plus de... Là, c'est la connerie pure. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Un long métrage, il ne faut pas faire ça. Non, c'est peut-être déconseillé. Ah non, c'est pas déconseillé, mais par contre, c'est complètement... On est conscient que cette aventure de 2 au carré, donc qui est le film qu'on a tourné ensemble et qui, on espère, sortira en 2015... 3 semaines avant de tourner, on ne savait pas qu'on tournait un long métrage. Donc tout d'un coup, ça s'est déclenché. Normalement, il faut savoir que c'est minimum 1 an et demi. Minimum pour financer, préparer, puis il y a monter un film. l'écriture et puis il y a le financement. Alors l'écriture, ça, on avait déjà le scénario qui était là. Mais le financement, c'est... Pour la faire courte, il faut raconter l'histoire peut-être parce qu'elle est jolie. Mais c'est donc Philippe Dajoux, réalisateur, qui est un mec avec qui j'ai travaillé il y a 6 ans. On avait eu une idée qui était... il est très pote avec Éric Cantona, Cadmerade, c'est lui qui a révélé les frères Cantona au cinéma, enfin bref, bon. Et il m'avait présenté Éric Cantona et on avait une idée d'un film un peu Don Quichotesque qui était Éric Cantona et moi voulant éteindre toutes les lumières d'une ville pour reséduire le jour de leur anniversaire leurs femmes respectives et leur montrer les étoiles qu'on ne voyait plus parce que les lumières les en empêchaient. Bref, jolie idée, sympathique, mais enfin, c'est pas avec ça qu'on fait un film non plus, il faut un peu plus. Il revient il y a 6 mois, et il vient du Sud, le Philippe. Charlie, alors tu te souviens de l'idée là qu'on avait eue? J'ai un pote, il a écrit un scénario dessus, on va le lire, et là on va le faire. Dans un mois on tourne, j'ai une équipe, j'ai tout, t'inquiète pas, il y a Universal qui met 100 000 €, c'est bon, on y va, on tourne.
bah, ok, j'ai envie de dire oui, j'adore le gars, bon, mais on fait quand même une lecture, et cette lecture est une catastrophe. On fait cette lecture après avoir dîné à 11h30 du soir de ce scénario. On fait venir quelques comédiens, il y avait Damien, Gillard, Stéphanie, on était une équipe là et on lit. Et nous-mêmes, on s'endort en lisant, ça ne va pas, ça ne ressemble à rien, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais il continue de dire, j'ai une équipe. Il y a toujours une équipe et un micro-budget qui est là. Donc on a un peu d'argent et j'ai un preneur de son, un caméraman, j'ai tout. Donc il faut tourner quoi. Et donc Charlie le lendemain... Donc on est très embêtés, qu'est-ce qu'on va lui dire? On ne peut pas faire ce film, c'est pas possible. Et puis je me souviens soudain que dans mon tiroir, il y a un film qui a failli se monter déjà plusieurs fois, qui pour 100 000 raisons ne s'est pas fait. Qu'on avait développé quelques mois avant et qui avait failli se faire et qui en dernière minute s'était pas fait. Et donc je dis à Philippe, écoute, peut-être qu'on pourrait plutôt faire celui-là. Et il me rappelle le lendemain, et putain, c'est génial, on va tourner celui-là, il est beaucoup mieux. Et 3 semaines après, on l'a tourné. 3 semaines après, on tourne ce truc. Et c'est pas rien, quoi. Ça se tourne à Cannes, dans un hôtel. Il y a un espèce de dispositif qui est assez costaud quand même. Tournage à Cannes, à Paris, machin truc. C'est pas du tout un film à petits moyens. C'est pas le prénom. Ça se passe pas dans un appartement non, avec non, deux personnages il y a des décor. décors. Non, non. En plus, c'était. C'est le film fauché le plus bling bling de l'histoire. Il y a des décors cannois, machin. Ça fait Amérique, mais il y a 3 francs, quoi. Et voilà. Ça, c'est des trucs on peut pas. Artistiquement, c'est impossible de dire non à ça. Ça se met, c'est en train de se mettre. T'es qu'un con, enfin à l'intérieur de nous-mêmes, en tout cas, si on dit pas oui à ça, alors ça va pas. Ouais. Ce serait absurde. C'est la peur de rater une occasion, c'est ça aussi. Oui, et à la fois le film n'est toujours pas fini là aujourd'hui. Non. Mais oui, Mais toutes ces aventures que vous multipliez comme ça. C'est la peur de rater à côté, de passer à côté de quelque chose. Mais vraiment, je crois, honnêtement, il y a ce truc de. En tout cas, là, on aura un truc à se raconter plus tard. En tout cas, là, on va vivre quelque chose. Ça fait partie des images que vous verrez quand, au dernier moment. Peut-être il y aura un film de merde, enfin le vrai film, mais en tout cas, les souvenirs qu'on en a sont déjà ça, personne ne peut nous l'enlever, quoi. Ouais. Il est comme ça dans la vie tous les jours? Pas seulement pour ses choix artistiques, mais... Non, ici, parce qu'il y a des caméras, sinon je suis très déprimé. oui, c'est ça. Très introverti et je pleure dans un coin. Il est comme ça. Pour les décisions, pour, je sais pas moi, l'édition de vacances ou projet de voyage, il est comme ça aussi Oui. Ouais. Oui. Il est beaucoup moins indécis que moi. Oui, c'est très bien. Quand moi je doute, il tranche. De nouveau, vous êtes complémentaires. Oui. Elle fournit le doute et moi je fournis les décisions dans le couple. C'est pas mal. C'est un chouette partage. Non, c'est tout à fait, sur certains sujets, tout à fait l'inverse. Tania prend des décisions organisationnelles que je suis complètement incapable de prendre. Tu es capable de faire des choix sur certains trucs où je suis totalement incapable. Non, je ne t'appelle que quand je n'ai pas décidé. Évidemment. Il y en a un des deux qui se fait avoir. Sinon, le reste ne m'aime pas, bien sûr. C'est un piège. Évidemment. Est-ce qu'on peut parler d'un des derniers projets? Alors, c'est pas un projet de cinéma, c'est pas un projet de théâtre. C'est un projet qui est né, voilà, un peu sur Facebook, une photo, une deuxième photo, une troisième photo. C'est Monsieur Dupont. Il est là, Monsieur Dupont? Et il est toujours là. Ah, regardez comme il est. Il est magnifique. On peut le poser peut-être là, voilà. Comme ça, il fait partie de la... Monsieur Dupont, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Voilà, parfait. Il a une belle histoire, hein, ce bonhomme-là, parce que ça a terminé... C'est pas fini d'ailleurs, mais il y a eu une belle exposition il y a quelques semaines, pendant l'été, qui avait en plus, voilà, c'était une exposition caritative, on va dire. Mais au départ, c'est pas du tout ça. C'était pas... Ça, je suis très heureux que tu me lances là-dessus, parce que si on veut parler de la genèse des projets, celui-là m'émeut particulièrement, comme tu peux le voir, mais il y a un truc qui est très très beau, c'est que non seulement donc il y a l'opportunisme parfois de savoir saisir une idée, mais il y a aussi des choses qui sont même pas des idées. Non. Et là, ça fait longtemps que j'en parle de ce projet, je sais pas pourquoi il m'émeut tout d'un coup. Mais c'est un ami qui a ce monsieur Dupont sur son bureau, donc avec qui je travaille beaucoup, et qu'il a toujours avec lui, pour se foutre de ma gueule généralement, et qui en fait une photo qu'il ne le fait même pas exprès. C'est-à-dire que pour cadrer les choses, c'est à un moment où mon père est à l'hôpital, d'où mon émotion soudaine. Ça ne va pas du tout, mais on espère encore que ça va aller. Et mon pote règle un appareil photo et a cette figurine sur son bureau qui traîne. Et il ne sait même pas qu'il fait une photo, en fait. Il est juste en train de régler son appareil, clic,
Puis il regarde la photo et ah tiens, c'est marrant, il y a Monsieur Dupont dedans, il y a les cartes postales. C'est un accident. C'est un accident pur. Ouais. Mais il envoie cette photo à mon père à l'hosto qui s'ennuie, qui est connecté sur Facebook et qui n'a que ça à faire. Hein. Et cette photo et les commentaires qui vont avec deviennent le mur de la journée de mon père qui s'emmerde. Ah, bon, prompt rétablissement, machin, etc. Et continue à le divertir. C'est rigolo, c'est sympa, il y a beaucoup de commentaires, donc mon pote qui n'est pas plus con qu'un autre garde ce Monsieur Dupont sur lui pendant la journée et fait Monsieur Dupont à la boucherie, Monsieur Dupont va au cinéma. Voilà, ça c'est les premières 12 heures de la vie de Monsieur Dupont. Je trouve ça évidemment génial, très bon esprit. J'en achète un le lendemain et je pars en Italie. Un autre pote trouve ça aussi bon esprit, en prend un et part en Inde. Donc en une semaine, Monsieur Dupont était partout et on commençait à s'envoyer, à se rendre des comptes l'un à l'autre de où on était. C'est le truc d'Amélie Poulain, quoi, avec le nain de jardin. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et ce truc-là, donc, est devenu une marotte. C'est très addictif, donc il n'y a pas moyen de s'en empêcher. J'ai envie de le mettre partout, dans le respect et l'hygiène. Il y a maintenant, je crois, 1200 photos qui ont été... Il y a une page Facebook, donc Monsieur Dupont, vous êtes tous invités à aller les voir, ou encore maintenant, toutes les semaines, donc on est 3 à toujours faire ça, il y en a une dizaine par semaine. Et donc, quand, tout naturellement, 6 mois plus tard, une association contre le cancer est venue me trouver en disant « Tiens, on ne ferait pas une expo de ces trucs-là » J'ai dit « Évidemment, oui ». Et donc, ça a eu son petit boule de neige. Et même Moulinsart, les établissements, le Vatican de l'œuvre d'Hergé, bon, j'ai commencé par les attaquer en disant « Vous ne pouvez plus utiliser le mot Dupont, c'est à moi que ça appartient ». Bah oui, hop, en donc, plus. Ils devaient se taire. Non, mais voilà, même eux sont avec nous dans cette histoire-là, maintenant. Et voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle histoire artistique parce que les idées, elles ne nous appartiennent pas, en fait. Elles sont dans l'air. Et le talent, à un moment, s'il y a quelque chose, c'est de l'attraper. Mais c'est pas en la cherchant, c'est en la trouvant. Ouais. C'est quoi votre définition de la belgitude? Parce que vous avez fait un film qui parle un peu de ça quand même. Il était une fois. La meilleure chose, la meilleure phrase que j'ai entendue, c'est celle d'Arnaud qui dit « La Belgique, ça n'existe pas. Je le sais, j'habite ici. » C'est ça, voilà. Alors il y a une tradition qui n'est pas très vieille, puisque c'est une tradition qui est née l'année dernière. Dans ces rencontres, c'est que les invités amènent un petit cadeau. Moi j'ai amené Tania. Et Tania a amené Charlie? Non, quand même. Non. Vous avez pensé à quelque chose qui a un lien avec la pièce que vous jouez pour l'instant. On s'est dit que puisque c'était l'occasion un petit peu de se rencontrer d'une autre manière que quand on nous voit à travers nos personnages dans une pièce, on avait envie de vous faire partager la période de répétition. Et donc on vous a fait un petit livret dans lequel vous pourrez voir à la fois des petites histoires mensongères écrites par notre auteur et metteur en scène Philippe Blasband, qui s'est amusé à tenir un journal pendant toutes les répétitions, qui est très amusant, vous le verrez. Et on peut dire le principe. Le principe est qu'il pense toujours qu'on veut l'assassiner. Ouais, c'est un journal paranoïaque du metteur en scène qui est persuadé qu'il est non seulement pas à sa place, mais qu'en plus tout le monde veut sa mort. Et alors, il est agrémenté de photos de Cachou Kirsch, qui est notre assistante à la mise en scène et qui est là, et qui a de temps en temps pris des photos pendant les répétitions, notamment de la momie qui dort. Tout à fait. Voilà. Une photo intitulée Dracula et le sterpute, je ne sais plus que c'est. Voilà. Donc voilà, c'est pour rentrer un petit peu dans l'univers des répétitions. Est-ce que tu souhaites que j'aille chercher l'objet en question? On peut Oui, on peut, bien sûr. Voilà. Distribution. Et donc, il y en a plusieurs exemplaires, bien sûr. Tout le monde en aura un. Tout le monde en aura un, bien sûr. Voilà. Je commence par la droite, je commence par la gauche. Ah oui, bien sûr. Façon bien sûr. église. On peut les dédicacer, évidemment. Évidemment. C'est 3 €. Immédiatement versé sur le compte de Michel Kasselenbogen. Vous savez quoi, voilà, je passe. Il en reste, et je suppose que ceux qui sont en oui. pourront être... Maintenant, il faut que les gens entrent en lecture. Oui, nous allons attendre 20 minutes. Quand vous parliez tout à l'heure de se découvrir et de se... Refermez-le parce que c'est pas fini. De se découvrir et finalement de jouer. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, voilà, là on est arrivé au bout d'un rôle, au bout d'un personnage,
et qu'on a envie de changer. Parce que je suppose qu'au promenade de santé, il y en a eu beaucoup, ça a duré 3 ans. C'est peut-être pas fini d'ailleurs, il y a peut-être encore des moments où vous allez pouvoir le mois jouer. prochain. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a parfois un risque qu'une lassitude puisse s'installer, ou ça n'existe pas? Alors, peut-être qu'on n'a pas encore eu le succès si énorme. Je pense qu'il y a eu des spectacles qui sont joués 500 fois, 800 fois. Peut-être que là, on le ressentirait. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas suffisamment joué que pour ressentir cette lassitude. On en est à 90 représentations de promenade ou 80. Genre, ouais. Et je ne suis pas lassée encore. Ouais. Moi, c'est en ça peut-être que je suis de nouveau séduit par le théâtre et que j'aime de nouveau le théâtre. Mais j'avais un côté très sale gosse jusqu'au début de Promenade de santé. C'est que cette impression que quand on a joué la première, c'est bon, je commençais à m'emmerder en fait. Sauf que, malgré moi, je me suis rendu compte que c'est plus des phases en fait. Il y a tout d'un coup, pendant 5 représentations où j'ai l'impression qu'on a fait le tour, et puis en fait ça revient par un autre truc, il se repasse quelque chose. Donc peut-être qu'on pourrait jouer 1000 fois et que la millième... Parce que le public est tous les on soirs l'a pas différent. joué non-stop depuis 3 Non, ans. bien sûr, non. Mais parce que c'est aussi parce que le public est différent tous les soirs. Et qu'en plus, dans ces spectacles-là, le spectateur était proche. En tout cas, le dernier, Tuyauterie, ils sont devant vous. Ça, Promenade aussi et Squash avant et vous aussi, croisez oui. leur regard, enfin, je veux dire, tout le temps. Oui, c'est jamais 2 fois pareil. Ouais. Quelque Mais part. ça c'est un parti pris de mise en scène, mais qu'on aiguille aussi quelque part, parce que ça fait partie de ce qu'on aime voir au théâtre, un jeu presque cinéma, en tout cas naturaliste, oui, une intimité, offrir une intimité, ça on aime encore bien. Ouais. C'est important de capter des regards à un moment donné, ou ça peut être troublant aussi. Enfin, Mais dans Tuyauterie, par exemple, on a beaucoup discuté en répétition de faire tomber le 3e et le 4e mur, comme on l'appelle. Comme on est en bifrontal, on s'est dit, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas carrément s'adresser à vous, s'adresser aux spectateurs et leur dire l'une ou l'autre... puisqu'on n'arrête pas de philosopher dans cette salle de bain, à un moment donné, on parle des femmes, des hommes, on peut s'adresser à eux. On l'a fait. Et puis, au fil des représentations, on s'est rendu compte que quand on l'adressait trop à une personne, ça la faisait décrocher. Non, mais certaines personnes avaient envie de rester dans le confort, simplement d'être assis et qu'on leur raconte l'histoire et de rester dedans. Et quelque part, ça les faisait un peu décrocher. Donc maintenant, on continue à, de temps en temps, il y a des généralités qu'on dit sur les hommes et sur les femmes et on se tourne vers les spectateurs. Mais on ne sait pas vraiment si on s'adresse particulièrement à une personne. On s'adresse à tous les hommes et à toutes les On a des femmes. adresses au public, mais plus ciblées sur quelqu'un. Le public nous parle maintenant. Ça, c'est un truc extraordinaire qui nous arrive de plus en plus tous les soirs. C'est que, notamment au moment où je dis « mais alors, peut-être que tu me trouves moche, pas tout à fait à ton goût, etc. Mais alors, pourquoi ?» Et avant que je dise pourquoi, il y a parfois 30 ou 40 personnes qui disent « pourquoi ?» avec nous. Et Philippe nous a dit, on ne peut pas, parce qu'on s'est demandé comment le gérer, on ne peut pas faire semblant que ça n'a pas eu lieu, à un moment donné, voilà. Et donc Philippe nous a dit, il faut l'intégrer. Il faut génial. acquiescer. Ça, comme vibration avec les spectateurs, c'est fantastique, parce que c'est pas quelqu'un dans le public qui a envie de nous parler, c'est un truc qui est plus fort que... C'est génial. Le mot du texte de Philippe qui passe par le spectateur pour nous revenir à nous. C'est vraiment un truc de conduite, de tuyauterie. De tuyauterie, c'est nouveau. C'est de la tuyauterie, tout à fait. Ouais. La vie est tuyau. La vie est un tuyau. Ouais. Voilà, mais merci beaucoup à tous les deux. Merci Eric. Merci à vous. Je voudrais juste préciser qu'il faut applaudir aussi Éric Russon pour cette pertinence impertinente qui est la sienne, parce que c'est très rare d'avoir des gens qui s'intéressent vraiment à ce dont il parle, et c'est un monsieur qui vaut de l'or pour ça.